24 mars 1999, base ultra secrète de Stanford. Pendant des décennies, personne n'a réussi à localiser cet endroit. Mais cette nuit, les commandos de hackers du monde libre sont à 2 doigts de réussir leur coup de force. Demain, Internet appartiendra à l'humanité. Des années auparavant, l'US Air Force a récupéré les codes sources du web avant que ceux-ci ne soient diffusés gratuitement au reste du monde. Aujourd'hui, Internet est un vaste réseau centralisé qui rassemble toutes les informations numériques de la planète en un seul et unique serveur gigantesque. Personne ne peut créer sa propre page ou contribuer au web sans passer par le ministère de la Défense des États-Unis. Internet est propriété américaine. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. Au début des années 90, un homme va inventer le web et immédiatement diffuser les codes sources sur Internet. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante. Du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. « 4 octobre 1957. Les Soviétiques lancent Spoutnik, le premier satellite artificiel de l'histoire. Dans les années qui suivent et pour rattraper leur retard technologique, les États-Unis mènent un ambitieux projet, l'ARPA. Le 6 août 1991, Tim Berners-Lee invente le web et met en ligne le tout premier site Internet. Ces 3 événements intimement liés sont des événements clés de la naissance, puis de l'expansion d'Internet. Communiquer est un besoin essentiel des êtres vivants. Chaque espèce utilise les moyens à sa disposition pour communiquer. Les loups hurlent à la lune, les baleines chantent en infrasons, les fourmis échangent des odeurs. Parmi eux, un seul a appris à dépasser ses capacités propres, à communiquer plus loin, plus vite, l'être humain. Très tôt, les premiers hommes ont su exprimer leurs émotions sous forme de mots. Le langage articulé est l'une des plus grandes avancées de l'humanité. Dans l'Antiquité, les Grecs, comme les Chinois, organisent des chaînes de sentinelles à portée de vue les unes des autres. Le premier système d'alerte longue distance. L'invention du courrier et des services de poste rapides comme le Pony Express révolutionne les échanges d'informations. Pendant la Révolution française, on invente le télégraphe. En formant des combinaisons de formes géométriques, les messages sont transmis de Paris à Marseille en seulement quelques heures, au lieu de plusieurs jours auparavant. En 1837, Samuel Morse met au point le premier télégraphe électrique. Événement décisif. Il fait rentrer la communication dans une nouvelle ère. À partir de 1895, avec la radio, il n'est plus uniquement question d'envoyer un message à une personne, il s'agit de le diffuser à grande échelle, gratuitement. Antonio Meucci invente le téléphone. Graham Bell en dépose le brevet. En 1877, c'est l'ouverture de la première ligne téléphonique. En 1922, à la mort de Graham Bell, il y a alors 13 millions de téléphones en service dans le monde. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Le langage est la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signes. On se met d'accord et tout le monde se comprend. Samuel Morse n'a pas seulement inventé un appareil de communication, il a également mis au point un langage, le morse.
À chaque lettre de l'alphabet, il associe une série de points et de traits visuels ou sonores. Ce code, très simple, peut être transmis aussi bien par impulsion électrique que par signaux lumineux avec une simple lampe torche. Le code Morse pour l'alerte SOS est devenu le signal de détresse universel. Un langage commun est la pierre fondatrice de toute entreprise humaine. Imaginons un monde où les gens parleraient tous la même langue. Les échanges et les collaborations seraient nettement plus efficaces. Plus de fastidieuses traductions, plus de malentendus. Mais notre monde ne serait-il pas aussi moins riche? Les langues font partie intégrante de nos cultures. Une langue unique serait très pratique, mais serait certainement un risque pour la diversité culturelle mondiale. Reprenons le cours des événements. Au XXe siècle, la technologie se met au service d'une nouvelle forme de communication. On peut parler au téléphone avec un ami à l'autre bout de la Terre parce que le réseau le permet. Tout un système complexe a été développé et mis en place. Du point de vue de l'utilisateur, cette pieuvre technologique se résume à un combiné téléphonique. Pour être adopté par le public, un système de communication doit être performant et facile d'utilisation. En 1946, on invente le tout premier ordinateur de l'histoire. 30 tonnes sur une surface de 72 mètres carrés. Il consomme 140 kW et occupe un hangar entier. Il est exclusivement réservé à des recherches militaires. On est encore loin d'une technologie accessible à tous et facile d'utilisation. 20 ans plus tard, le mastodonte a été miniaturisé. Exploit informatique, il peut être transporté sur la banquette arrière d'une voiture. L'année 1975 voit la fondation de Microsoft, société privée commercialisant des ordinateurs destinés au grand public. L'année suivante, c'est Apple. Les ordinateurs ne tiennent pas encore dans la main, mais facilement sur un bureau. En 1980, la France développe son Télétel, le premier réseau télématique grand public. Il est connu pour son terminal, le Minitel. Un tournant majeur est amorcé avec la commercialisation du Macintosh. Pour la première fois, un ordinateur comprend un logiciel de dessin, un traitement de texte, une souris et une interface graphique. Avant les années 80, l'informatique était vécue comme un instrument de contrôle. Il devient un outil de liberté et de créativité accessible à tous. Mais pour communiquer, l'ordinateur ne suffit pas. Il faut le connecter à un réseau. Ce réseau est développé en parallèle de l'informatique, mais de façon beaucoup plus discrète. Son origine est, curieusement, le lancement du satellite soviétique Spoutnik en 1957. Les États-Unis font alors face à un énorme retard technologique. Ils répondront par le lancement de la NASA et la course à l'espace, mais aussi par la création de l'ARPA en 1958. Dirigée par le département de la Défense, l'ARPA a pour mission de maintenir le niveau technologique de l'armée américaine loin devant ses concurrents et ennemis. Extrêmement active, l'armée américaine lui doit notamment le système GPS, les drones Predator ou encore les exosquelettes Hyksos. En 1965, un ordinateur de Californie est relié à un autre du Massachusetts. C'est le premier réseau informatique étendu de l'histoire. L'humanité fait ses premiers pas dans le cyberespace. Début difficile. Le premier ordinateur pesait 30 tonnes. Nos téléphones portables actuels pèsent quelques centaines de grammes, tiennent dans la main et sont incomparablement plus puissants. Le premier réseau informatique étendu reliait 2 ordinateurs entre eux. De nos jours, des milliards d'ordinateurs sont connectés les uns aux autres et partagent des quantités vertigineuses d'informations. Les débuts sont souvent difficiles et rarement glorieux. Il faut des gens pour y croire, voir le potentiel, imaginer les débouchés. Il faut des visionnaires. Au siècle dernier, les premiers vols étaient tout au plus des vols planés de quelques dizaines de mètres.
Ces machines de bois et de toile pouvaient tout juste se supporter elles-mêmes. Elles ne pouvaient embarquer que le pilote, et encore. Aucune application immédiate, pas de gloire, manque de fiabilité. L'aviation a souvent été perçue comme une activité pour fous excentriques. Mais ces fous ont progressé. Lentement, certes, mais des décennies et des centaines d'échecs plus tard, on pouvait traverser l'océan Atlantique en avion. Empruntant le schéma inverse de l'informatique, plus la technologie a avancé et plus les avions sont devenus gros. La course au gigantisme de l'aviation est l'opposé de la course à la miniaturisation de l'informatique. On ne peut jamais savoir à l'avance ce que vont devenir les inventions. La seule solution, c'est de tenter le coup. Deux ordinateurs distants ont été connectés. C'est déjà bien, mais ce n'est qu'un début. L'idée est de créer un réseau sous forme de grande toile. On sait qu'un système centralisé est vulnérable, car la destruction de son noyau provoque l'anéantissement des communications. C'est à ce moment qu'entre en scène Lawrence G. Roberts. Roberts est un informaticien, physicien et mathématicien américain. Ayant intégré l'ARPA, il élabore un projet appelé ARPANET en 1967. Ancêtre d'Internet, son objectif est d'arriver à transmettre une information d'un ordinateur à un autre en passant par un réseau téléphonique. Le 29 octobre 1969, l'année du premier pas sur la Lune, le premier message est envoyé. Il est 22h30. L'instant est historique. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres en un éclair, le message s'affiche. LO. Il s'agit des deux premières lettres du mot login. Mais la connexion a échoué et la fin du mot est tronquée. Le jour du premier message est donc aussi celui du premier problème de connexion. Puis on rajoute deux ordinateurs au réseau. 4 postes informatiques distants forment le noyau du futur Internet. Rapidement, on cherche à sécuriser les connexions, à les alléger. Le meilleur moyen est de découper les messages sortants en plusieurs morceaux, chacun plus léger, donc plus facile à envoyer. Expédiés séparément, ils sont recomposés à l'arrivée sur l'ordinateur destinataire. Un nouveau protocole appelé TCP/IP augmente la sécurité de ce découpage en morceaux et garantit leur bonne livraison. Au début des années 70, la technique est prometteuse, mais seule, elle ne sert à rien. Reste à s'en servir, lui trouver des applications. Et le potentiel est énorme. En 1971, Ray Tomlinson met en place le premier logiciel basique d'envoi et de réception de courrier électronique. Pour pouvoir différencier l'émetteur de l'hôte, il décide de séparer les deux par un symbole ne figurant pas dans l'alphabet. Il invente l'arrobase et le mot mail. Rien que ça. Il s'envoie lui-même le premier mail. Il contient le message QWERTY YOP, la première ligne de caractère du clavier anglophone. En 1983, la partie de l'ARPANET appartenant aux forces armées des États-Unis est séparée du réseau et devient le MILNET. À la fin de la décennie, les particuliers et les entreprises privées accèdent au réseau. Pour la première fois, on commence à utiliser le mot Internet. Le cyberespace. Le cyberespace est un terme difficile à définir. Il s'agit d'un espace immatériel de communication créé par l'interconnexion mondiale des ordinateurs. Lieu de rencontre, nouvelles frontières économiques et culturelles, enjeux de conflits mondiaux, c'est un espace virtuel par excellence. Il est parfois aussi perçu comme un territoire qui garantirait liberté de circulation de l'information, transparence, partage, démocratie, égalité, pacification du monde et progrès. Le vocabulaire du cyberespace comprend d'ailleurs de nombreuses références géographiques. On navigue sur le web. Les flux d'informations transitent par des portails, des passerelles, des canaux ou des ports. Dans l'absolu, on pourrait même y créer un pays virtuel et en devenir citoyen. Ces frontières ne seraient pas physiques mais idéologiques.
Les possibilités du cyberespace sont immenses. Nous pouvons être à plusieurs endroits différents en même temps. Tout est instantané, tout peut être stocké dans une mémoire, tout peut être partagé et multiplié à l'infini. La liberté. Dès les débuts d'Internet, la dimension sociale du projet est majeure. Les avancées techniques sont le fruit d'idéologies et de communautés bien particulières qui ont fait d'Internet ce qu'il est aujourd'hui. Car si Internet est un projet financé par des militaires, il a été construit par des hippies. Les communautés hippies sont nées aux États-Unis au début des années 1960. Partisans de la contre-culture, les hippies s'opposent à la fois à la société de consommation et à toute forme d'autorité. Internet fonctionne aujourd'hui selon une logique horizontale. Toutes les pages qui constituent la toile sont au même niveau. Aucune n'est dominante dans la structure. Ce n'est pas un hasard. ARPANET, puis Internet, sont libres d'accès. Ce principe va à l'encontre de la logique de la société de consommation selon laquelle tout doit être payant. Ces caractéristiques techniques, au lieu d'être gardées secrètes par un copyright, ont été publiées pour que tous puissent y accéder. Conçu et développé par les ingénieurs, Internet va d'un seul coup s'ouvrir au reste du monde. Mais pour le grand public, la technologie ne suffit pas. Il faut qu'elle soit accessible, ergonomique, intuitive. C'est Tim Berners-Lee, chercheur au CERN, qui va inventer ce chaînon manquant. Il imagine un Internet doté d'une interface graphique. Son utilisation pourrait être facilitée par un système de liens cliquables. Appelés liens hypertextes, ces boutons permettraient de naviguer d'une page à l'autre sans avoir à taper la moindre ligne de code. À l'aide d'un petit programme d'édition, n'importe quel utilisateur pourrait créer son propre site et l'héberger au sein d'un système mondial. Le 13 mars 1989, Tim Berners-Lee synthétise cette vision sur un mémo qu'il donne à son supérieur. Ce dernier annote, vague mais excitant, Tim Berners-Lee à carte blanche. Le 6 août 1991, il annonce la création du World Wide Web, des protocoles HTTP et FTP et du langage HTML. Le web est né. Le tout premier site hébergé sur un serveur du CERN est mis en ligne. C'est un mode d'emploi du web. Hébergé sur l'ordinateur de Tim Berners-Lee, il décrit les principales caractéristiques du web, explique comment configurer son propre serveur. Plus important, il donne accès au code source. Chaque personne dans le monde peut récupérer le cœur d'Internet. Personne ne pourra plus le vendre. Par ce geste, Tim Berners-Lee offre le web à l'humanité. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire, où le monde bascule d'un côté ou de l'autre. Tim Berners-Lee décide de mettre en libre accès le code source permettant de créer son propre serveur web. Il aurait pu faire le choix de déposer un brevet et de commercialiser son invention. Il serait devenu riche. Imaginons un monde où le web appartiendrait à une ou plusieurs entreprises. On peut imaginer que chaque entreprise entretiendrait son propre réseau. Comme une chaîne de télévision cryptée, leur accès serait payant. Leur contenu serait contrôlé et devrait avant tout être rentable. Ce système ressemblerait à celui du Minitel français. Payer pour obtenir des informations ou un service sans avoir à se déplacer. Ce qui est déjà bien, mais le web que nous connaissons est bien plus que ça. Il nous appartient. Il ne s'agit pas seulement de consulter, mais aussi de créer, de partager, de communiquer. N'importe qui peut créer une page et tout le monde peut y apporter sa contribution. Le web est en mouvement.
il a été construit de manière spontanée par des amateurs passionnés d'informatique et de technologie, les hackers. Loin des stéréotypes, un hacker est un informaticien qui crée, analyse et modifie des programmes informatiques pour améliorer ou apporter de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur. Aujourd'hui considérés comme de simples pirates, ils font partie des pionniers du web. Leurs idéaux étaient généralement humanistes. Tim Berners-Lee lui-même était un hacker. Phénomène technique et social d'ampleur planétaire, le World Wide Web a dû se doter en 1994 d'un organisme pour gérer son évolution. C'est le World Wide Web Consortium, ou W3C. Son président, Tim Berners-Lee. Internet a été conçu par les milieux américains de la défense et de la recherche à la fin des années 1960, puis il s'est progressivement généralisé au domaine civil et commercial. En 1985, on comptait environ 1000 utilisateurs. Le nombre est passé de plus de 2 millions en 1994 à près de 3,420 milliards en 2016. Mais le web conçu par Tim Berners-Lee et les premiers hackers a trouvé ses limites. Il devait évoluer. Le Web 2.0 est le fruit de cet upgrade. Mot d'ordre, interactivité et participatif. Le web devient à la fois plus complexe techniquement et plus simple d'utilisation pour l'utilisateur. Désormais, le flux RSS permet d'afficher en une seule page des contenus provenant de multiples sources et chaque internaute peut y participer en temps réel. L'ère du Web 2.0 est celle où l'utilisateur lambda peut devenir actif, participer, voire créer. Le web n'est plus pensé comme une collection de sites à visiter, mais comme une plateforme permettant l'échange entre les utilisateurs. C'est l'explosion. Blog, wiki, partage de photos ou de vidéos, moteur de recherche. Dès la fin des années 1990, des réseaux sociaux sont apparus sur Internet. Ils se présentent comme des regroupements d'individus ou d'organisations qui discutent, parlent, échangent entre eux. Ils partagent des opinions, des idées ou encore du contenu. Il n'existe désormais plus d'autres frontières que la communauté d'intérêt. Aujourd'hui, Facebook est le premier site de réseau social utilisé dans le monde. En décembre 2015, il comptait plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens. À travers ces communautés, l'utilisateur répond à un besoin latent et primaire de sociabilité. Le mécanisme tribal trouve avec Internet un outil formidable. Hier, nous vivions dans un groupe imposé, la famille. Aujourd'hui, l'importance est donnée à l'individu. Demain, Internet fera entrer l'humanité dans un monde où s'associeront individualisme et notion de groupe choisi. Ou peut-être y sommes-nous déjà. Mais ceci est une autre histoire. En 2015, sur plus de 7 milliards d'êtres humains, 3 milliards ont accès à Internet. Chaque jour, les internautes passent en moyenne 4,4 heures sur le net. Les quantités d'informations transmises sont astronomiques. Elles ne sont pas effacées. Chaque mot tapé dans un moteur de recherche comme Google est enregistré. Quelque part, quelqu'un sait quelle recherche vous avez faite. Il connaît vos centres d'intérêt, vos habitudes alimentaires, vos déplacements. Ces informations sont captées, stockées et analysées dans un but précis, vendre de l'espace publicitaire. C'est le revers de la médaille. Internet est libre et gratuit, mais les gens qui conçoivent les sites doivent bien vivre de quelque chose. Nombreuses sont les institutions voulant réguler Internet. Plusieurs États ont mis en place des lois restrictives. Parallèlement, les lois de surveillance se multiplient et de nombreux pays exercent un contrôle très fort sur le réseau. Des contenus interdits sont ainsi bloqués dans la plupart des pays autoritaires, mais aussi dans des démocraties. En matière de liberté du net, la Chine est le pays le plus restrictif. Récemment, face au mouvement des printemps arabes, l'Égypte a pu couper l'accès au réseau en faisant pression sur les fournisseurs d'accès à Internet. Les habitants ont été coupés du reste de la toile en quelques heures. Internet est né d'une utopie, d'un rêve d'informaticiens hippies voulant changer le monde. Ils ont forgé un outil fonctionnel,
solide et vivant. Animés par la vision d'un monde libre où tout le monde serait traité d'égal à égal, confrontés à la réalité économique et à la société de consommation, les hackers d'Internet ne se sont pas contentés de nous convaincre que cela était possible. Ils en ont fait la démonstration.